Paris, novembre 1977. Sous les lustres du pavillon Gabriel, des centaines de concessionnaires trinquent au champagne devant une berline si convenable, si polie, si parfaitement raisonnable que personne, absolument personne, ne se retourne vraiment sur elle. Et pourtant, cette voiture ennuyeuse cache le plus grand mensonge de l'histoire récente de Peugeot. Car derrière cette carrosserie sage, derrière ces lignes tendues et ce chrome discret, le lion dissimule une plaie ouverte. Une crise si profonde qu'elle a dévoré ses rêves les plus ambitieux, vidé ses caisses et forcé Sochaux à improviser dans l'urgence. Cette berline que la presse regarde avec une courtoisie distante, presque de l'indifférence, n'est pas une voiture. C'est un masque. Un très beau masque, taillé pour cacher la panique. Remontons cette soirée de novembre, car elle vaut le détour. Le directoire a mis les petits plats dans les grands. Il y a du monde, il y a des flashs, il y a ce parfum si particulier des grandes présentations françaises où l'on célèbre le renouveau comme on célèbre une naissance. Sur l'estrade, on parle d'avenir, on parle de générations nouvelles, on emploie ces mots ronds et rassurants que les constructeurs aiment tant. Mais dans la salle, une question circule de bouche en bouche, une question qui gâche un peu la fête et que les journalistes se repassent comme une braise brûlante. Pourquoi diable cette voiture s'appelle-t-elle 305 et non pas 405 ? La question n'a rien d'anodin, croyez-moi. Depuis des mois, toute la presse automobile spéculait. On savait qu'une nouvelle Peugeot arrivait, on savait qu'elle devait combler le vide laissé par la 404, cette grande routière robuste que la marque venait tout juste de retirer du catalogue. La logique était limpide, mécanique presque. Une voiture qui remplace la 404, qui se glisse entre la petite 304 et la Cossu 504, ne pouvait décemment s'appeler que 405. Elle devait inaugurer une lignée neuve, une génération 05 flambant neuve, tourner la page des années 60 et projeter le lion dans la décennie suivante. Tout le monde attendait la 405. Et voilà qu'on leur sert une 305. Un pas en arrière déguisé en pas en avant. Sur scène, le patron doit répondre. Il choisit ses mots avec le soin d'un homme qui marche sur des œufs. Cette voiture, explique-t-il en substance, ouvre bien une nouvelle génération, la fameuse série 05, mais elle reste techniquement proche de la 304 dont elle partage l'essentiel des entrailles. Voilà pourquoi elle hérite du 3 et non du 4. La réponse est habile, elle est même honnête, mais elle ne dit pas tout. Elle ne dit surtout pas ce qui se cache réellement derrière ce chiffre timide. Elle ne dit pas qu'à l'origine, oui, il y avait bel et bien une 405 dans les cartons de Sochaux, une vraie, une ambitieuse. Une berline moderne pensée pour dominer les années 80, dessinée dans l'euphorie d'une époque où l'essence coulait à flot et où l'avenir semblait sans limite, cette voiture-là n'existera jamais. Elle a été tuée, étranglée dans son berceau par une déflagration qui, en quelques mois, a mis à genoux toute l'industrie automobile occidentale. Et la 305 que l'on inaugure ce soir, sous les ors du pavillon Gabriel, n'est que le fantôme raisonnable de ce rêve avorté. Une rescapée, une solution de repli habillée pour le bal. Prenons un instant la mesure de ce que représente Peugeot en cette fin d'année 77, car sans ce décor, on ne comprend rien à l'affaire. Nous sommes en Franche-Comté, à Sochaux, dans le fief historique de la famille Peugeot. Ici, on ne fabrique pas des voitures, on fabrique une réputation. Depuis des décennies, le lion s'est bâti une image de sérieux presque austère. Une Peugeot, dans l'imaginaire français des années 70, c'est solide, c'est fiable, c'est bien construit. C'est la voiture du notaire de province, du médecin de campagne, du père de famille qui ne veut surtout pas de mauvaises surprises. On n'achète pas une Peugeot pour épater la galerie. On l'achète parce qu'elle durera 20 ans et roulera toujours quand les voisines seront à la casse. C'est une vertu, mais c'est aussi une prison. Car cette respectabilité tranquille, à force, ressemble dangereusement à de l'ennui. Et la gamme, en cette année 77, commence sérieusement à sentir la poussière. Regardez là cette famille des 304 et 404. La 204, née en 1965, a 12 ans au compteur. La 304, dévoilée en 69, n'est elle-même qu'une 204 embourgeoisée et rallongée.
La 404, elle, appartient déjà à un autre âge. Certes, en haut du catalogue, la 504 tient bon et la toute nouvelle 604 affiche les prétentions de la marque. En bas, la petite 104 s'occupe des budgets serrés. Mais au cœur de la gamme, là où se joue le gros des ventes, là où se bat la clientèle familiale la plus nombreuse, le Lion a un trou béant. Il lui faut une berline moderne, statutaire, capable de tenir tête à la déferlante des concurrentes. Et il lui faut vite. Car en face, ça ne dort pas. Renault, l'éternel rival, l'ennemi juré de toujours, avance ses pions avec une agressivité redoutable. La régie inonde le marché, multiplie les modèles, occupe le terrain. La 12 séduit les familles, la 16 a révolutionné l'idée même de la grande berline pratique, et l'on sent bien que la firme de Billancourt prépare déjà la relève. Simca, portée par Chrysler, place ses berlines. Les Allemandes, Opel en tête, grignotent des parts de marché avec leur réputation de rigueur. Et de l'autre côté de la Manche, Ford aligne ses Cortina et ses Tonus par cargaison entière. Le milieu de gamme, en cette fin des années 70, est un champ de bataille où l'on ne fait pas de quartier. Rester absent de ce segment pour Peugeot serait un suicide commercial. Alors le Lion a préparé sa riposte, et cette riposte, ce devait être un coup de maître. Une berline pensée dès le début de la décennie, quand tout allait encore bien, quand les ingénieurs de Sochaux rêvaient grand et dessinaient l'avenir sans compter. Un projet ambitieux, moderne, taillé pour franchir le cap des années 80 la tête haute. Un projet qui portait un nom de code, une lettre unique, presque un serment. Et ce projet, mesdames et messieurs, était infiniment plus audacieux que la sage berline qui trône ce soir sous les lustres parisiens. Ce qui s'est passé entre le rêve initial et cette 305 de série, ce qui a transformé une ambition dévorante en une prudente voiture de bon père de famille, c'est une histoire de panique, d'argent qui manque et de choix déchirants. Une histoire où deux constructeurs français vont fusionner dans la douleur, où le prix du baril de pétrole va faire trembler des empires entiers, et où un homme, tout juste arrivé aux commandes, va devoir prendre la décision la plus cruelle de toutes. Enterrer la voiture de ses ingénieurs pour sauver l'entreprise. Et cette décision, elle change tout. Pour comprendre l'ampleur du gâchis, il faut revenir au tout début de la décennie, à cette époque bénie où personne, à Sochaux, n'imaginait encore que le sol allait se dérober. Nous sommes vers 1971. Le monde occidental vit ses dernières années d'insouciance industrielle, ce que les Français appelleront plus tard, avec une pointe de nostalgie, les dernières lueurs des 30 Glorieuses. La croissance semble éternelle, l'automobile est reine, et chaque année, des millions de foyers accèdent à leur première voiture neuve. Dans ce contexte d'euphorie, les bureaux d'études de Peugeot bouillonnent. On y prépare l'avenir avec gourmandise. Et cet avenir porte un nom de code d'une élégante simplicité. Une seule lettre, le projet J. Qu'était-ce, ce fameux projet J? Rien de moins qu'une ambition dévorante. L'idée était de concevoir une berline familiale entièrement moderne, capable de remplacer d'un seul coup deux modèles vieillissants, la 304 et la vénérable 404. Un programme d'une richesse folle, qui prévoyait toute une famille de carrosseries, des berlines à 2 volumes, des berlines à 3 volumes, et même un coupé élégant pour perpétuer la lignée des ravissants coupés que Peugeot savait si bien faire. On visait large, on visait haut. On voulait couvrir un spectre complet et frapper fort au cœur du marché. C'était une voiture pensée pour dominer les années 80, une machine qui devait projeter le Lion dans la modernité sans complexe. Et comme toujours chez Peugeot, comme le veut une tradition presque sacrée nouée depuis la 404 du milieu des années 50, on fit appel au grand allié italien, Pininfarina. Le carrossier de Turin, l'orfèvre des lignes, celui dont on disait que ses phares avaient la douceur du regard de Sophia Loren. La maison de Sochaux organisa donc l'un de ces duels stylistiques dont elle raffolait, une mise en concurrence entre ses propres stylistes maison et le maestro italien. D'un côté, le centre de style interne, où montait en puissance un jeune homme promis à un immense destin dans la marque, un certain Gérard Velter, entré chez le Lion au début des années 60 et devenu responsable du style extérieur en 75. De l'autre,
le prestige et l'expérience de Pininfarina. De cette rivalité créative devait jaillir la berline parfaite. Tout était réuni pour accoucher d'un chef-d'œuvre. L'argent coulait, les idées fusaient, l'horizon était dégagé. Que pouvait-il bien arriver? Ce qui pouvait arriver, il arriva. Et il arriva d'un coup, brutalement, sans prévenir, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Octobre 1973. À des milliers de kilomètres de la Franche-Comté, au Proche-Orient, une guerre éclate. Ses conséquences vont se propager comme une onde de choc jusque dans les moindres recoins de l'industrie française. Les pays producteurs de pétrole ferment le robinet, le prix du baril s'envole, quadruple en quelques semaines. C'est le premier choc pétrolier, et il change absolument tout. Du jour au lendemain, l'essence devient chère, rare, angoissante. Les Français découvrent les dimanches sans voiture, les stations à sec, l'inquiétude au moment de faire le plein. Et cette peur nouvelle bouleverse en profondeur ce que les gens attendent d'une automobile. Fini le temps des grosses cylindrées gourmandes et fières. On veut désormais de la sobriété, de l'économie, de la raison. En France, cela porte même un nom, un slogan qui s'affichera bientôt partout, la chasse au gaspille. Comment, dans un monde pareil, continuer à financer une berline ambitieuse et coûteuse, pensée pour une époque d'abondance qui vient brutalement de mourir? Et comme si ce séisme ne suffisait pas, un second bouleversement, intérieur celui-là, vient frapper Peugeot au même moment. Un bouleversement colossal qui va absorber toute l'énergie et tout l'argent de la marque. Car le lion, en pleine tempête, décide de croquer plus gros que lui. Il jette son dévolu sur un voisin en difficulté, un constructeur génial mais financièrement exsangue, dont le nom résonne dans toute la France. Citroën. Voilà qui mérite qu'on s'y arrête, car l'affaire est vertigineuse. Citroën, la marque des chevrons, celle de la traction, de la 2 chevaux, de la divine déesse, ce laboratoire d'idées géniales et souvent ruineuses, se retrouve au bord du gouffre. Peugeot, plus sage, mieux géré, plus prudent avec ses sous, va progressivement mettre la main dessus. La marque prend d'abord une participation à partir de 1974, avant de racheter totalement Citroën à Michelin en 1976. De cette union naît un géant, un nouvel ensemble industriel qui prend le nom de PSA. Sur le papier, c'est un coup de maître stratégique. Dans les faits, dans l'immédiat, c'est une saignée financière effroyable. Digérer Citroën, éponger ses dettes, rationaliser 2 gammes qui se marchent parfois sur les pieds, tout cela coûte une fortune. Une fortune que Peugeot n'a plus pour ses propres rêves. Faites le calcul, mettez-vous à la place des dirigeants de Sochaux. D'un côté, un choc pétrolier qui assèche les ventes et terrifie les clients. De l'autre, un rachat titanesque qui vide les caisses. Et au milieu de ce champ de ruines, un projet J magnifique, ambitieux, luxueux dans ses intentions, qui réclame des sommes considérables pour aboutir. Le rêve, soudain, ressemble à un caprice insupportable. Le luxe d'une berline pensée pour un monde qui n'existe plus. C'est dans ce décor de crise, sous cette double pression, qu'un homme arrive aux commandes du directoire de Peugeot. Il s'appelle Francis Rouget, et il arrive aux commandes du directoire en pleine tourmente, l'année même du séisme pétrolier, comme si le destin avait décidé de lui réserver le pire moment possible. Imaginez la position de cet homme. Il hérite d'une entreprise fière et prospère, mais il la découvre prise en étau, écartelée entre l'ambition de ses ingénieurs et la dure réalité des chiffres. Devant lui, sur la table, ce fabuleux projet J, l'orgueil des bureaux d'études, la promesse d'une Peugeot pour l'an 2000. Et à côté, le relevé des comptes, l'addition du pétrole, la facture Citroën. 2 réalités inconciliables. Que feriez-vous à sa place ? Continueriez-vous à financer un rêve grandiose en risquant d'entraîner toute l'entreprise dans le rouge ? Ou bien prendriez-vous la décision froide, cruelle, mal aimée, celle qui déçoit les passionnés mais qui sauve les meubles ? Rouget, en gestionnaire lucide plus qu'en romantique de l'automobile, va trancher dans le vif. Sa décision sera sans appel et elle en dit long sur l'état d'esprit de toute une industrie en cette année de plomb.
Le projet J, jugé désormais trop compliqué, trop coûteux, trop déraisonnable pour l'époque, est tout simplement rangé dans un tiroir. Pour toujours. Le rêve est mort. La belle berline moderne des années 80 ne verra jamais le jour sous cette forme. Les esquisses ambitieuses, les coupés élégants, les carrosseries multiples, tout cela s'évapore d'un trait de plume. On raconte que la déception fut immense parmi les équipes, et l'on comprend pourquoi. Des mois de travail, des trésors d'imagination, balayés par le prix du baril et par la digestion d'un concurrent. Voilà comment meurt une voiture qui n'est jamais née. Non pas dans un accident, non pas dans un échec commercial, mais dans un bureau, sous le poids d'une addition. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car le lion, aussi mal en point soit-il, a toujours ce vide au cœur de sa gamme. Il lui faut toujours une berline. Le besoin, lui, n'a pas disparu avec le rêve. Alors, dans la foulée de cet enterrement, Sochaux va se relever les manches et improviser. Il va falloir faire une voiture quand même, mais autrement. Vite et surtout pas cher. Avec ce qu'on a déjà sous la main en fouillant dans ses propres tiroirs. Et c'est précisément de cette contrainte terrible, de cette obligation de faire du neuf avec du vieux, que va naître notre 305. Non plus comme un chef-d'œuvre attendu, mais comme une réponse rusée, presque désespérée, à une situation impossible. Comment transforme-t-on une défaite en berline? Comment déguise-t-on une vieille mécanique en voiture neuve? C'est le tour de force un peu tricheur que nous allons découvrir maintenant. La réponse tient dans un nouveau nom de code, aussi modeste que le projet J était grandiose. On l'appellera le projet D40, puis D4. Et rien que ce glissement de vocabulaire raconte toute l'histoire. On passe d'une lettre pleine de promesses à une référence administrative, sèche, presque résignée. Fini les grands rêves, place à la débrouille. Le mot d'ordre désormais tient en 3 exigences implacables. Aller vite, dépenser le moins possible et ne surtout pas repartir d'une feuille blanche. Autant dire que les ingénieurs de Sochaux, échaudés par l'enterrement de leur belle ambition, reçoivent une commande d'une toute autre nature. Non plus inventer l'avenir, mais sauver le présent avec les moyens du bord. Alors, où trouve-t-on une base toute prête quand on n'a ni le temps ni l'argent d'en concevoir une neuve? Chez soi, évidemment, dans le placard. Et le placard de Peugeot recèle justement un trésor insoupçonné, la plateforme de la 304. Voilà la trouvaille. Cette architecture, il faut le rappeler, n'était pas née de la dernière pluie, puisqu'elle descendait en droite ligne de la 204 du milieu des années 60. Sur le papier, cela sentait le réchauffer, la mécanique de grand-père. Et pourtant, quelle mécanique! Car ce qui était révolutionnaire en 65 restait remarquablement pertinent 10 ans plus tard. Jugez plutôt. Une traction avant, quand tant de concurrentes s'accrochaient encore à leur roue arrière motrice. 4 roues indépendantes, pour un confort et une tenue de route au-dessus du lot. Un moteur transversal en alliage léger, compact, malin, dont la boîte de vitesse partageait astucieusement le carter. Cette disposition, pionnière dans les 60s, demeurait diablement moderne au mi-temps des années 70. Peugeot tenait là une base vieillissante sur le papier, mais toujours vaillante dans la réalité. Le projet D4 démarre donc pour de bon au début de l'année 75, et il avance vite, précisément parce qu'il ne réinvente rien de fondamental. La technique est déjà validée, éprouvée, fiable. Il ne reste, si l'on ose dire, qu'à habiller tout cela d'une carrosserie neuve. Et c'est là que le tour de passe-passe devient fascinant. Car il faut bien comprendre l'exercice d'équilibriste imposé aux stylistes. Faire du neuf avec du vieux, oui, mais un neuf qui ne fasse d'ombre à personne dans la maison. Une berline plus grande que la 304 pour justifier sa montée en gamme, mais pas trop grande, surtout pas, car il ne fallait à aucun prix qu'elle vienne chatouiller la 504, qui se vendait encore très bien malgré son âge. Voilà toute la subtilité, tout le paradoxe de cette voiture. Elle devait être ambitieuse sans oser l'être, se distinguer sans déranger. Vous imaginez la difficulté ? C'est l'équipe du style maison, autour de Paul Bouveau et de ce fameux Gérard Velter dont nous parlions, qui va relever le défi. Et, détail savoureux, c'est elle qui l'emporte cette fois.
damant le pion au prestigieux Pininfarina, pourtant consulté comme le veut la coutume. Longtemps, la légende voudra que la ligne de la 305 soit signée des Italiens de Turin, tant leur nom était attaché à la marque. La vérité, défendue par bien des anciens du centre de style de Sochaux, est plus nuancée et plus française qu'on ne l'a cru. La voiture définitive fut bel et bien mise au point par les équipes du Lyon. Pininfarina resta finalement étranger à l'affaire, sans étude parallèle véritable à ce stade final. Tout au plus, les stylistes maison recyclèrent-ils quelques thèmes esquissés durant les premières recherches, comme cette ligne de capot plongeant élégamment vers la calandre. Le reste, l'essentiel, fut du travail bien de chez nous. Et le résultat, disons-le franchement, est à l'image de la commande, sage, terriblement sage. Les grands yeux ronds et doux hérités de l'esthétique italienne cèdent la place à des phares plus effilés, plus sévères, accolés aux blocs de clignotants. La silhouette est nette, allongée, un rien plus fine que la 304 qui s'apprêtait à tirer sa révérence. Certains y voient une 604 en miniature, une petite bourgeoise cossue au format réduit, avec ce qu'il faut d'influence allemande, un soupçon de rigueur à la Mercedes pour rassurer une clientèle qui déteste les audaces. Car n'oublions jamais où nous sommes. Nous sommes chez Peugeot, et chez Peugeot, la folie n'a pas droit de citer. Pas d'extravagance, pas de coup d'éclat, pas de fantaisie. Une berline classique, digne, presque austère. Le contraire absolu d'un coup de cœur. Mais alors, cette voiture n'aurait-elle donc rien de neuf, rien qui mérite qu'on s'y intéresse? Ce serait aller trop vite en besogne, car si la mécanique venait du passé, la carrosserie, elle, cachait un vrai progrès, invisible mais capital. La 305 fut en effet imprégnée des travaux les plus récents de la marque sur la sécurité passive, cet art de protéger les occupants quand l'accident survient. C'était l'obsession montante de l'époque, et Peugeot y travaillait d'arrache-pied. Voilà le vrai apport de cette berline, sa modernité secrète. Sous ses habits classiques, elle protégeait mieux ses passagers que bien des rivales tapageuses. Une vieille âme dans un corps plus sûr. N'est-ce pas là, au fond, une bien jolie définition de cette voiture tout entière? Restait alors à régler la question la plus épineuse, celle qui, souvenez-vous, faisait tant jaser sous les lustres parisiens. Comment diable allait-on appeler cet étrange attelage de neuf et de vieux? Et c'est ici que se noue la fameuse énigme du nom, ce petit mystère qui a fait couler tant d'encre. La logique commerciale, nous l'avons vu, réclamait à corps et à cri l'appellation 405. Une voiture qui montait en gamme, qui prenait la place laissée vacante par la 404, qui inaugurait une génération neuve, tout la désignait pour ce chiffre. Alors pourquoi ce recul apparent, ce 305 qui sonnait comme une timidité, presque comme un aveu? La réponse est d'une honnêteté désarmante, et elle résume à elle seule tout l'esprit de la maison. Puisque la voiture reposait, dans ses tripes, sur la base de la 304 dont elle n'était au fond qu'une évolution rhabillée, puisqu'elle restait par son gabarit plus proche de la défunte 404 que d'une vraie grande routière, Sochaux choisit d'assumer cette filiation plutôt que de tricher. On garda le 3, par fidélité à la lignée, par honnêteté mécanique. La 405, elle, fut mise de côté, remisée, gardée en réserve pour des jours meilleurs et une voiture qui la mériterait vraiment. Un simple chiffre, direz-vous? Non, un symbole. L'aveu discret et pudique d'une ambition rabotée par la crise, gravée à même la calandre pour qui savait le lire. Il ne fallut au bout du compte que 3 petites années d'études pour mener ce projet contraint jusqu'à la série. 3 ans, là où une voiture partie d'une feuille blanche en aurait réclamé bien davantage. La preuve, s'il en fallait une, que la 305 était née dans l'urgence et l'économie, fille de la nécessité bien plus que du désir. Et la voilà donc prête, en cette fin d'année 77, à affronter le jugement du public sous les ors du Salon de Paris. Alors, posons la vraie question, celle qui devrait tous nous tarauder. Une voiture née d'un renoncement, bâtie sur du recyclé, baptisée d'un chiffre en forme d'excuse, une telle voiture pouvait-elle sérieusement espérer séduire? La presse, on l'a dit, fit la moue.
Les experts haussèrent les épaules devant cette sage recette. Tout portait à croire que le lion venait d'accoucher d'une déception polie, d'une mal-aimée sans avenir. Et pourtant, contre toute attente, le public allait rendre un verdict radicalement différent. Un verdict qui allait, cette fois, se compter en billets de banque et en chiffres de vente. Là où les connaisseurs voyaient une petite bourgeoise sans panache, les familles françaises, elles, allaient voir tout autre chose. Et ce verdict, mes amis, fut sans appel. Car pendant que les journalistes spécialisés cherchaient leurs mots pour qualifier poliment cette berline sans éclat, les Français, eux, se rendaient chez les concessionnaires et signaient. Dès l'année 1978, sa première année pleine, la 305 décrochait la 3e place des ventes dans l'Hexagone. Vous avez bien entendu, 3e voiture la plus vendue de France, derrière 2 Renault seulement. Cette mal-aimée des experts, cette recette prudente et rabotée par la crise, venait de s'imposer comme l'une des berlines préférées du pays. N'est-ce pas savoureux ? Les connaisseurs avaient boudé, le peuple avait tranché. Et le peuple avait dit oui. Comment expliquer un tel succès pour une voiture aussi peu spectaculaire ? Justement peut-être par cette absence d'esbrouf. Les familles françaises ne cherchaient pas une diva, elles cherchaient une compagne fiable, spacieuse, économe, confortable sur les longues routes des vacances. Et cela, la 305 le donnait sans compter. Légère puisqu'elle dépassait à peine la tonne dans ses versions essence les plus courantes, elle se contentait de peu. Son architecture éprouvée lui offrait une tenue de route saine et un confort de bon aloi. Elle était, en somme, la voiture raisonnable par excellence dans une époque qui, après le choc pétrolier, avait fait de la raison une vertu cardinale. Le bon produit, au bon moment, pour la bonne clientèle. Mais ce succès portait en lui une petite mélancolie, un parfum doux amer qui allait coller à la carrosserie de cette Peugeot pour toujours. Car elle avait beau bien se vendre, elle ne gagnait jamais. Toujours 2e, toujours 3e, jamais tout à fait sur la plus haute marche. Alors les amateurs, avec cette tendresse moqueuse que l'on réserve aux éternels seconds, lui trouvèrent un surnom qui lui allait comme un gant. On la baptisa la Poulidor de Sochaux. Quel joli clin d'œil quand on y songe. Raymond Poulidor, le cycliste adoré des Français, l'idole nationale qui grimpait tous les cols, empochait tous les cœurs mais ne remportait jamais le Tour de France, éternellement coiffé au poteau. La 305, c'était cela. Une championne de la constance et de l'affection populaire, mais jamais une gagnante. Aimée, oui, sacrée, jamais. Et pourtant, la petite Poulidor n'allait pas rester statique. Sochaux, voyant que la mayonnaise prenait, entreprit d'étoffer la gamme. En 1980, la berline se voit épaulée par une déclinaison capitale, le break. Un vrai break familial, spacieux et pratique, qui venait combler le vide laissé par la disparition programmée des versions familiales de la 304. Dans la foulée, arriva aussi une version utilitaire, une fourgonnette dérivée du break, taillée pour les artisans et les commerçants. Détail amusant pour les amateurs de symboles, c'est à cette période que le logo au lion, jusque-là fièrement planté sur le capot, migra vers l'arrière, sur le haillon. Un petit déménagement qui ne changeait rien à la mécanique, mais qui marquait l'air du temps. La même année, pour faire mentir ceux qui la trouvaient trop sage, apparut même une version plus sportive, la 305S, capable de dépasser allègrement les 160 km/h. La bourgeoise savait donc, à l'occasion, relever ses jupes. Mais le vrai tournant, le moment où cette berline allait révéler sa carte maîtresse, se joua à l'été 1982. Cette année-là, la 305 eut droit à un sérieux restylage, ce que les connaisseurs appellent la série 2. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de pinceau. Sous le capot, la révolution était profonde. Les vieux moteurs hérités de la 304, avec leur boîte de vitesse logée dans le carter à l'ancienne, tiraient enfin leur révérence. À leur place, débarquait une famille de blocs entièrement nouveaux, les fameux moteurs XU côté essence, associés à une boîte moderne à 5 rapports enfin disposés dans le prolongement du moteur, comme le faisait désormais toute l'industrie. La mécanique de grand-père laissait la place à une génération neuve, celle-là même qui équiperait bientôt les futures gloires de la maison. Et puis, il y eut lui.
Le moteur qui allait, à lui seul, sauver la carrière de cette berline et lui offrir ses plus belles heures. Le diesel. Non pas n'importe quel diesel, mais le légendaire bloc XUD, ce moteur à gazole devenu une véritable institution en France. Il faut se souvenir du contexte pour mesurer l'importance de la chose. Nous sommes en pleine chasse au gaspillage. Un second choc pétrolier a de nouveau fait flamber les prix à la fin des années 70, et les Français, plus que jamais, comptent chaque goutte de carburant. Or, ce diesel XUD était un modèle de sobriété, capable de descendre à des consommations dérisoires sur route, autour de 4,5 litres au 100 km à vitesse stabilisée. Un rêve pour les gros rouleurs, les représentants, les familles qui avalaient des kilomètres. Peugeot, il faut le rappeler, fut l'un des tout premiers à croire au diesel sur les voitures de tourisme, coiffant aux poteaux bien des rivaux, y compris des Allemands. Et ce sont précisément ces versions diesel, si économiques, si sobres, qui allaient tirer les ventes de la 305 vers le haut et prolonger sa belle carrière. Voilà donc pour la façade, pour l'histoire officielle et paisible d'une bonne voiture familiale. Mais si je vous disais que derrière cette respectabilité tranquille, dans le plus grand secret des ateliers de Sochaux, cette sage berline menait une double vie. Une vie cachée, faite d'expériences folles, de prototypes remisés et de bombes mécaniques que le grand public ne verrait jamais. Car oui, la Poulidor avait ses jardins secrets. Il y eut d'abord tout un travail sur la sobriété, poussé jusqu'à l'extrême, à travers un programme baptisé Vera. À partir du début des années 80, Peugeot développa sur la base de la 305 des prototypes d'économie d'énergie, des voitures laboratoires bardées de solutions pour réduire la consommation, améliorer l'aérodynamisme, alléger la structure. Cette recherche acharnée, née de l'obsession de l'époque pour la chasse au gaspillage, ne resta pas lettre morte. Une partie de ces trouvailles irrigua directement les améliorations de la série 2. La sage berline servait ainsi de terrain d'essai à l'avenir. Et puis, il y eut les carrosseries fantômes, ces déclinaisons imaginées puis remisées qui font aujourd'hui rêver les passionnés. Les stylistes, ce Gérard Velter en tête, avaient planché sur bien d'autres formes que la sage berline et son break. On étudia des variantes que le public ne vit jamais, comme une élégante déclinaison à 3 portes ou d'autres silhouettes plus audacieuses. Autant d'idées jugées trop risquées, trop coûteuses ou susceptibles de faire de l'ombre à d'autres modèles maison et finalement rangées au placard. Mais le secret le plus fou, le plus spectaculaire, celui qui achève de faire voler en éclats l'image de la petite bourgeoise, portait un nom qui donne encore des frissons. La 305 V6. Imaginez la scène. Sous la carrosserie anodine de la berline familiale, les ingénieurs vinrent glisser un puissant moteur V6, celui que l'on connaissait sous le nom de bloc PRV, gonflé à près de 250 chevaux. Une bête de course, un prototype de rallye pensé pour la redoutable catégorie du groupe B, cette formule démente qui allait enfanter les monstres les plus fabuleux d'histoire du sport automobile. La sage Poulidor déguisée en fauve de compétition, auriez-vous seulement pu l'imaginer? Ce fauve, hélas, ne rugira jamais en championnat. Car au même moment, un homme prenait les rênes de la compétition chez Peugeot et allait faire un choix décisif. Un choix qui condamnait la 305 de rallye, mais qui allait, lui, entrer dans la légende. Cet homme s'appelait Jean Todt. Un nom qui, à l'époque, ne disait pas encore grand-chose au grand public, mais qui allait bientôt résonner dans le monde entier jusqu'au sommet de la Formule 1. En octobre 1981, il prend la direction de Peugeot Talbot Sport, la toute nouvelle structure chargée de porter les couleurs du lion en compétition. Et devant lui, sur la table, deux visions du sport automobile s'affrontent. D'un côté, notre fameuse berline musclée, la 305 V6, cette bourgeoise déguisée en bête de rallye. De l'autre, une idée encore embryonnaire, bâtie autour d'une toute petite voiture que Peugeot s'apprêtait à lancer et qui allait tout changer. La 205. Todt, en stratège visionnaire, fit un pari audacieux. Il comprit qu'une berline familiale gonflée, aussi puissante fût-elle, ne collerait jamais à l'image dont la marque avait besoin. Ce qu'il fallait,
C'était une arme de guerre construite autour de la future star de la gamme, cette petite 205 sur laquelle Peugeot misait sa survie tout entière. Il choisit donc d'abandonner le projet de la 305 de compétition et de concentrer tous ses moyens sur ce qui deviendrait la 205 Turbo 16, l'un des monstres les plus glorieux de l'histoire du rallye, future reine du groupe B et gloire absolue du Lion. La sage berline, une fois de plus, s'effaçait dans l'ombre, pour laisser la lumière à une autre. Un destin de second, encore et toujours, ce sacrifice discret. Mais quel sacrifice fécond, avouons-le. Car voilà le paradoxe magnifique de cette voiture. À chaque fois qu'elle renonçait, à chaque fois qu'elle s'effaçait, elle préparait en réalité le triomphe des autres. Elle était le socle, le tremplin, la fondation invisible sur laquelle Peugeot allait rebâtir sa gloire. Et cette gloire, justement, approchait à grands pas, portée par un vent nouveau. Après des années de plomb, après la digestion douloureuse de Citroën et l'absorption des marques Simca et Talbot, après une crise financière qui avait bien failli emporter tout le groupe, le Lion relevait enfin la tête. La petite 205, lancée en 1983, connut un succès foudroyant et redonna à la marque son panache, son audace, sa jeunesse. Le sourire revenait à Sochaux. Mais ce renouveau, aussi heureux fut-il, allait sonner le glas de notre héroïne. Car le succès a ses cruautés, et la famille Peugeot, en s'agrandissant, allait dévorer l'un des siens. En 1985 débarqua une nouvelle venue, la 309. Une voiture née dans des circonstances particulières, puisqu'elle descendait des projets hérités de Talbot et reposait sur la base de la 205. Or, cette 309, par son gabarit, par sa cinquième porte si pratique, venait marcher droit sur les plates-bandes de notre berline. Elle offrait ce que la 305 n'avait jamais eu, ce haillon moderne que la clientèle réclamait de plus en plus. Un cannibale, en somme, un membre de la propre famille venu croquer les parts de marché de son aîné. Dès l'année 84 déjà, les ventes de la 305 avaient amorcé leur reflux. La relève, cette fois poussée par l'intérieur. Et puis vint le coup de grâce, mais un coup de grâce éclatant, presque une revanche pour toute la marque. En juin 1987, Peugeot dévoila enfin la voiture que tout le monde attendait depuis 10 ans. Une berline élégante, dynamique, aux lignes fluides et modernes, taillée pour séduire l'Europe entière. Et cette voiture, tenez-vous bien, portait enfin le nom qu'on avait refusé à notre héroïne une décennie plus tôt. La 405. Oui, cette fameuse 405, remisée dans les tiroirs en 77, gardée précieusement en réserve pour des jours meilleurs, ressurgissait enfin au grand jour. Et quel retour! Signée cette fois pour de bon par Pininfarina, elle fut couronnée voiture de l'année 1988 et devint un best-seller mondial, l'un des plus grands triomphes commerciaux de l'histoire de la marque. Mesurez-vous à cet instant toute l'ironie de cette histoire, tout le sens caché de cette énigme du nom qui nous intriguait depuis le début. Le chiffre 405, arraché à notre berline en pleine tempête, brandi comme l'aveu d'une ambition sacrifiée, revenait 10 ans plus tard couronner le renouveau du Lion. Comme si la 305, en acceptant humblement de n'être que 305, avait gardé ce nom au chaud, l'avait protégé, mis de côté, en attendant que Peugeot soit enfin digne de le porter avec panache. La sage berline avait fait le sacrifice du nom pour que sa lointaine héritière puisse le cueillir dans la gloire. N'est-ce pas une bien belle façon de passer le relais? Alors, doucement, sans bruit, comme elle avait vécu, notre 305 s'en alla. La production de la berline cessa en 1988, aussitôt remplacée dans les cœurs et les concessions par la triomphante 405. Le break, ce bon serviteur des familles, tint bon une année de plus, jusqu'en 89. Quant à la vaillante fourgonnette, celle des artisans et des commerçants, elle s'accrocha jusqu'en 1990, dernière survivante d'une lignée discrète. Au total, en un peu plus de 10 années de carrière, cette berline que les experts n'attendaient pas aura été fabriquée à plus d'1 600 000 exemplaires. 1 600 000 familles qui lui firent confiance. Voilà le vrai palmarès de la Poulidor, celui qui compte, celui des cœurs et des foyers.
Et c'est peut-être là, au fond, que réside la leçon la plus émouvante de cette histoire. On célèbre volontiers les voitures spectaculaires, les stars, les gagnantes, les bêtes de course qui font vibrer les foules. Mais que serait le lion sans ses héros discrets? Que serait Peugeot sans cette berline effacée qui, pendant les années les plus noires, a encaissé les coups, absorbé la crise, tenu la maison à flot pendant qu'on préparait dans l'ombre les triomphes de demain? La 205 a eu la gloire, la 405 a eu les couronnes. Mais c'est la sage, la modeste, la mal-aimée 305 qui a tenu le fort quand tout menaçait de s'effondrer. Elle fut le bouclier qui protégea la marque le temps que passe l'orage. Le masque derrière lequel Peugeot a pansé ses plaies et repris son souffle. Alors la prochaine fois que vous croiserez, garé au coin d'une rue de province ou oublié au fond d'un champ, l'une de ces berlines sages aux lignes tranquilles, ne détournez pas le regard trop vite. Ne la prenez pas pour une simple voiture ennuyeuse de bon père de famille, car vous aurez devant vous une survivante, une héroïne modeste qui a caché, sous ses habits convenables, l'une des plus grandes crises de son constructeur et qui a permis au lion de rugir à nouveau. La berline la plus sage de Sochaux fut, en vérité, l'une des plus courageuses. Voilà toute l'histoire de cette 305, cette Peugeot qui cachait bien mieux qu'on ne le croyait. Si cette histoire vous a plu, si vous avez pris autant de plaisir à la découvrir que j'en ai eu à vous la raconter, n'hésitez pas une seconde. Laissez un pouce levé, cela nous aide énormément. Dites-moi en commentaire si vous avez connu, aimé ou possédé l'une de ces Peugeot. Vos souvenirs valent tous les trésors. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. D'autres légendes de la route nous attendent et croyez-moi, elles ont, elles aussi, bien des secrets à nous confier. À très bientôt.